En tant que noir, sénégalais, qui vient d'un pays à l'étranger, qui a commencé ses études, ça a été quoi les défis pour toi pour justement arriver à t'imposer et à gravir les échelons comme toi tu as fait? Le problème, c'est que la tentation, elle est tellement forte qu'on peut facilement dévier. Je suis arrivé, les gens me parlaient de déprime. Je dis, mais c'est quoi ça? Nous, on ne connaît pas déprimer. Ouais. On n'avait pas le temps de déprimer. On est un pays social. Parce que pour moi, le social, ça fait partie de mon ADN. Tu as mis en place une pharmacie à Diamniadio. Mon objectif, c'est de faire la pharmacie autrement. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pêche dans nos jeunes ici, des fois? J'ai reçu plus de 500 CV. 90% des gens, ils te balancent leur CV. Même pas de bonjour, merci, au revoir. Rien. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? Est-ce que tu repartirais en France ou pas? Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde Dom. La saison de l'Histoire d'Audace a enfin repris. Je suis ravie de partager avec vous des histoires, des expériences, des profils tout aussi intéressants et qui pourront justement vous donner un avant-goût sur ce qu'est le retour au Sénégal et en Afrique en général. La reprise se fait grâce à nos partenaires EPC Minex qui nous partagent les locaux et Business France, notre partenaire institutionnel. Un grand merci à eux. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Naudier, pharmacien hospitalier, qui va nous partager son retour au Sénégal. Bonjour Thierno. Bonjour Mathilde. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors j'ai l'honneur et le grand plaisir de commencer cette nouvelle saison avec toi. Tu es pharmacien hospitalier, mais pas que. Comment est-ce que tu pourrais te décrire en tant que personne? Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Donc moi, c'est Thierry Naudier, comme tu l'as si bien dit. Je suis pharmacien hospitalier, mais à côté de ça, je suis un pharmacien très engagé, aussi très impliqué aussi dans le social. Parce que pour moi, le social, ça fait partie de mon ADN. D'accord. Donc tu te qualifies comme quelqu'un d'engagé pour les autres. Donc du coup, ton métier aussi le reflète un peu, parce que pharmacien, c'est un peu aussi prendre soin des gens. Ouais. Et quand tu dis que tu es un pharmacien engagé, c'est-à-dire parce que... Engagé dans le sens où, parce que moi je suis convaincu qu'on a tous quelque chose à apporter pour notre pays, et moi je suis convaincu que tous les Sénégalais, surtout de la diaspora, doivent venir participer au rayonnement du Sénégal, et pour ça, essayer d'être près de la population sénégalaise, faire de la pharmacie de proximité. Donc c'est à ce sens-là que je dis que je suis un pharmacien engagé. D'accord. C'est super intéressant parce que du coup tu facilites ma transition. Toi, tu es né au Sénégal, tu as fait toutes tes études au Sénégal et tu es allé en France. Et là tu es revenu pour servir ton pays, comme tu as dit, faire rayonner le pays, et tu es revenu en créant une pharmacie. Je ne vais pas voler le film. Moi ce que je voudrais, c'est vraiment revenir en arrière et que tu me dises qui était le Thierno, qui était Thierno petit, et quel était son rêve, et comment est-ce qu'il en est arrivé à là aujourd'hui? En fait, petit, j'étais quelqu'un de très calme, très posé. Je suis pas. Maintenant, on voit un peu plus des fois à la télé ou des choses comme ça, un peu plus devant les médias, mais j'étais quelqu'un de très en retrait. Mais bon, voilà, après, très assidu à l'école, tout ça. Donc du coup, en fait, à la base, je voulais faire la médecine. D'accord. C'est ma mère, moi je suis le dernier de la famille. Vous savez, les derniers souvent sont très protégés par les mamans. Et ma mère, surtout nos mamans avant, elle faisait pour elle, médecine, ça veut dire chirurgien. Donc elle s'imaginait mal me voir dans les blocs en train de faire de la chirurgie avec du sang. Donc elle m'a dit non, tu vas faire de la pharmacie parce qu'au moins je suis sympa en contact avec le sang. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire la pharmacie. Et après, une fois que j'ai démarré, j'ai pris de la passion à faire cette formation. Et puis voilà. Donc tu as fait toutes tes études ici dans le pays? Oui. Et puis autre chose, moi au début, honnêtement, quand je voyais beaucoup de mes amis après le bac, ils voulaient tous voyager, partir à l'étranger pour faire poursuivre leurs études. Et moi, ça me disait rien du tout. Donc du coup, après le bac, j'ai fait mes études à Delafosse. Après, comme j'ai dit, je suis passé de l'autre côté, à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai fait la fac, j'ai fait les 6 ans de pharmacie. Et après, j'avais commencé à travailler ici. Et après, dans ce coup, comme ça m'est venu de partir, aller voir autre chose. D'accord. Donc, tu as vraiment fait, en fait, tu as commencé ici. Ouais. Tu as même commencé à travailler au Sénégal. Oui. Donc, toi, le fait de sortir pour
pour continuer tes études à l'étranger, c'était pas forcément un rêve ou Non, une envie. Moi, comme je te dis, je voyais beaucoup de mes amis, j'avais mon frère, des amis proches, qui le rêve, ça me faisait marrer. Je les voyais après le bac en train de chercher les documents, trouver des prescriptions. Mais moi, ça me disait rien du tout. C'était pas mon délire. D'accord. Et donc, et d'un coup, tu as décidé de Et partir. d'un coup, ça m'est venu comme ça. J'ai eu une opportunité d'aller faire une formation de DU de nutrition et diététique thérapeutique à l'université de Poitiers. Je me dis pourquoi pas y aller. Et puis j'avais un ami qui était là-bas. Donc ça a beaucoup joué aussi. Hein. Il a tout fait. Il m'a resté, il m'a dit vas-y viens, t'as rien à faire, tu viens voir qu'est-ce que ça donne. Et comme ça, je suis parti. Et puis. D'accord. Donc en fait, tu as arrêté ton travail pour pouvoir justement te respécialiser. Oui. C'est ça. Oui. Donc dis-moi quel a été le choc pour toi quand tu es arrivé en France, le choc culturel, parce que tu étais là tout le temps, tu n'avais pas forcément envie d'y aller. Tout d'un coup, tu te retrouves à Poitiers pour reprendre tes études. Comment est-ce que tu as vécu ça? Déjà, c'était compliqué parce qu'ici, j'avais commencé à travailler. J'arrive là-bas, j'ai pas d'emploi. Le logement, c'était difficile, donc j'étais obligé d'être hébergé par des amis de gauche à droite. C'est très compliqué. Ça dit qu'on quitte notre zone de confort pour aller chercher à partir à l'aventure. Je peux même dire que c'est vraiment de l'aventure. C'était pas du tout facile. Et puis, sans parler du froid, tout ça, on n'a pas l'habitude. Et puis, c'est pas la même. Les gens ne vivent pas de la même façon. Et puis aussi, pareil, il faut que les gens arrêtent parce que nous, on nous a toujours dit, ouais, nous ici à Dakar, on est plus intelligents, on travaille mieux, on fait mieux. Ben non, alors que là-bas, en fait, c'est pas la même façon. Ils enseignent pas de la même façon. D'accord. Donc au début, j'avais du mal à m'intégrer même à la fac pour faire des cours. Et c'était assez compliqué. En plus, j'ai pas choisi le truc le plus facile. J'ai choisi un DU de nutrition et diététique thérapeutique. Moi, je connaissais rien sur la nutrition au niveau, le régime alimentaire au niveau de la France. Donc c'était compliqué. Et souvent, j'étais confronté, on nous donnait des cas cliniques où il fallait interpréter ou donner des conseils sur le régime, mais j'étais complètement balargué. Oui, parce que du coup, effectivement, la nutrition, elle est adaptée par rapport au pays. C'est pas les mêmes habitudes. C'est pas les mêmes habitudes, et puis voilà, c'était très compliqué au début. Donc compliqué en termes d'insertion au niveau des études, parce que c'est une autre manière d'apprendre. Compliqué parce que tu changes d'endroit, donc forcément le climat, etc. Ça aussi, ça devait être quelque chose. Oui. Ouais. Et en termes de choc culturel, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a dit, mais franchement, c'est choc quoi? culturel, ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est qu'ici on est très ouvert, les gens se parlent, on va chez des amis, on va voir la famille, quand on veut, on peut aller manger chez le voisin, il n'y a pas de souci. D'ailleurs même, moi je viens d'un quartier de Guédiawaye, nous la maison familiale n'était jamais fermée, donc du coup même le soir, donc alors qu'on arrive là-bas, les gens sont vraiment, c'est du solitaire. Et puis voilà, moi pareil, une anecdote, moi au début quand je suis arrivé, les gens m'ont parlé de déprime, j'ai dit mais c'est quoi ça? Nous, on ne connaît pas déprimer. On n'avait pas le temps de déprimer. Alors que là-bas, mais à un moment, tu déprimes parce que tu es tout seul, tu n'as rien à faire. Le temps est moche, il fait gris. Et je comprends après pourquoi, mais c'était pas facile du tout. Ouais, du coup, ça a joué sur ton moral? Ah ouais, ça joue beaucoup sur le moral. Donc toi, tu viens de Guédiawaye, donc tu viens d'un quartier où il y a du monde, tu as une grande famille. Tout d'un coup, tu te retrouves tout seul dans un pays étranger, donc ça devait être assez et puis moi je suis arrivé, j'avais pas de famille, j'avais personne là-bas, j'avais juste quelques amis qui vivaient là-bas. Et ton but c'était quoi? C'était de partir, revenir, ou de partir et de rester, tenter l'aventure sur place? Oui, au début honnêtement j'étais parti, je me suis dit je fais 2, 3, quelques formations pour voir ce que ça donne, et puis s'il y a la possibilité de revenir ouvrir ma pharmacie, ça a toujours été mon objectif, mais après une fois que je suis là-bas, après on se marie, il y a les enfants, il y a la famille, donc après c'est voilà. Tu te poses. On se projette plus... Un peu plus tard. Un peu plus tard, Parce que tu as une superbe carrière professionnelle, tu as vraiment bien évolué. Merci. En tant que noir, sénégalais, qui vient d'un pays à l'étranger, qui a commencé ses études, et donc du coup qui se remet à niveau, ça a été quoi les défis pour toi, pour justement arriver à t'imposer et à gravir les échelons comme toi tu as fait? En fait, moi, dès que je suis arrivé, je me suis dit une chose. Dans ce pays, il faut être ambitieux. Et surtout, il faut oser. Mais oser avec humilité. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, si je vois des gens qui réussissent, pourquoi pas moi? Donc ça a toujours été ma philosophie. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, d'avoir un chef de service. D'ailleurs, paix à son âme qui nous a quittés. Elle m'a pris sous son aile parce qu'elle a vu que j'étais, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais les Sénégalais, quand même, souvent,
nous sommes très sérieux. Et on travaille bien et puis on fait le boulot. Et elle a vu que le sérieux que je montrais tous les jours et du coup, elle m'a accompagné, elle m'a formé, elle m'a pris sous son aile. Et c'est elle qui m'a formé et d'échelle en échelle. Et après, je suis monté, j'ai gravi les échelons. Et moi, je me rappelle, c'était pas évident parce que puisque moi, j'ai fait l'officine. Donc, j'arrive là-bas, j'ai décidé de faire la pharmacie hospitalière. Donc, il fallait faire des équivalences. Et les équivalences, au début, c'était compliqué parce qu'en fait, avec notre diplôme, on pouvait s'inscrire à la fac. Donc, j'étais inscrit à la fac de Paris-Descartes. Mais je ne pouvais pas travailler à l'hôpital comme pharmacien. D'accord. Parce qu'il y avait une histoire d'équivalence. Mais on pouvait travailler comme faisant fonction d'interne. Et une fois que j'ai gravi les échelons, et à un moment, il fallait passer un concours qui est très sélect pour avoir l'équivalence, et puis un autre concours pour être praticien hospitalier. Okay. Mais souvent, quand on est étranger, comme j'ai dit, si on n'est pas ambitieux, on va se dire non, c'est bon, j'ai pas besoin de gravir autant d'échelons, je peux rester. Non, moi je suis pas comme ça. Je me dis, pourquoi pas moi? Donc du coup, j'ai été accompagné, j'ai fait tout ce qu'il faut faire pour être après praticien hospitalier. Et puis après, c'est comme ça que j'ai gravi les échelons. D'accord. Mais c'était pas facile du tout. Oui. Et puis dans ton histoire, moi, ce que j'entends, c'est que tu as eu un mentor, donc quelqu'un qui t'a pris sur son aile et qui t'a accompagné. Mais en même temps, tu aurais pu être découragé. Parce que ce que tu me dis, c'est que toi, tu as fait tes études et tu as été professionnel au Sénégal. Mais en plus de ça, ce que tu as fait, en fait, en gros, tu n'étais pas au niveau, je ne te parle pas en termes de compétences, mais tu n'étais pas au niveau aux yeux de la France par rapport à ce que tu avais fait. Ouais. Mais tu devais être complètement un peu abattu en te disant, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pourquoi en fait? Surtout au début, j'étais un peu largué parce que, par exemple, les médicaments qu'on utilise ici, qu'on a appris à la fac ici, ça n'a rien à voir. Oui, les généralités, oui, c'est à peu près pareil, mais je découvre là-bas les nouvelles thérapies, de nouvelles molécules. C'était compliqué au début, mais voilà, après moi je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé les challenges, donc je me suis challengé, je lui ai dit écoute pourquoi pas, et puis voilà, et je me suis mis à fond, et comme j'ai dit, moi quand je travaille, j'y vais à fond, ça veut dire que la rigueur que ça demande, l'abnégation, tout, je me mets à fond quoi, je fais pas les choses à moitié. Donc voilà, c'était pas évident, mais comme je te dis, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un mentor qui était là, qui m'accompagnait et puis qui avait confiance en moi parce que voilà, je lui montrais que j'étais vraiment sérieux et je le faisais avec passion en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, quand pour les jeunes qui nous regardent et qui sont ici, quand tu vas dans un pays étranger, peu importe lequel, je pense que ce qui est important de mettre en avant, bien sûr c'est l'éducation que tu as eue, mais les valeurs de travail, qui sont quand même des valeurs qui sont un peu intrinsèques normalement aux jeunes, en tout cas sénégalais qui sont là. Donc mettre en avant ces valeurs-là pour pouvoir justement faire casser les préjugés qu'on pourrait avoir sur le Sénégalais qui vient dans le pays. Donc toi, c'était ça, c'est ça. Non, honnêtement, avec tous les Sénégalais, on n'est pas nombreux à faire la pharmacie hospitalière, par exemple en France, mais il y en a quelques-uns. Et franchement, comme je dis, même je me rappelle, moi, l'ancien chef de service me disait, franchement, moi les Sénégalais, vous avez une très bonne fac parce que tous les étudiants sénégalais, je vais passer dans mon service, franchement, ils sont très rigoureux et puis franchement, chapeau. Donc la formation de base déjà ici, elle est très bonne. Elle est très bonne et puis aussi on a reçu une bonne éducation, donc c'est ça qui fait que là, voilà. Parce qu'aussi il y a une partie que j'ai pas dit, c'est que en Europe aussi le problème c'est que la tentation elle est tellement forte, on peut facilement dévier. Dévier dans quoi? Dans la fête, dans la fête, dans les produits illicites, dans plein de choses. Parce que il y en a, ils veulent trop faire des raccourcis ou ils veulent tomber dans la facilité avoir de l'argent facile. Ça pousse à faire des choses aussi parce que aussi il faut dire les choses. C'est que des fois on parle là-bas mais il y a la pression familiale. Parce que t'es parti, tout le monde pense que t'es riche maintenant. Comme ils ont l'habitude de le dire, ils pensent que voilà, on ramasse les billets par terre, voilà. Alors que non, c'est pas comme ça. Il faut bien travailler pour gagner sa vie, quoi. Parce que voilà, effectivement, donc du coup, au début, tu as galéré dans le sens où financièrement, tu n'étais pas du tout indépendant. Donc tu as dû avoir des années de grosses galères financières. Ah oui. Ouais. Ah ouais, de très grosses galères. Moi, je me rappelle, à un moment, au début, quand on allait faire les courses, on achetait un poulet. On était tellement contents de... Voilà, mais pour te dire, voilà, mais il faut passer par là. C'est ça qui te forge, en fait. Tu te dis, tu sais d'où tu viens, par où tu es passé, et après, tu... Ouais. Et t'as pas eu des moments où tu t'es dit, franchement, c'est dur. Moi, j'étais au Sénégal, j'avais mon pote qui retourne. Heureusement, tu m'as posé la question. En fait, c'est vrai que c'est arrivé à un moment, j'étais prêt à tout abandonner. Ouais. Ah ouais, à un moment, j'étais vraiment saturé, j'en avais marre.
Et je me suis dit, c'est bon, là, c'est bon. Moi, je travaillais avant, j'avais plus ou moins une bonne situation. Donc, pourquoi je suis là en train de galérer? Non, ça, c'est pas moi. Et puis voilà. Ouais. J'étais à 2 doigts de rentrer, mais voilà. Et puis, le bon Dieu, peut-être que le bon Dieu a fait bien les choses. Et c'était juste avant que je trouve un travail. Et quelques temps après, j'ai trouvé un boulot. Et depuis que j'ai trouvé un boulot, après, c'est parti. D'accord. Et du coup, donc, tu trouves ton boulot. Donc là, ça va mieux. Tu construis ta famille. Donc tu te poses. Et tu avais toujours dans le coin de la tête donc, de retourner un jour en France, ou c'est devenu après sur le tas? De retourner au Sénégal, pardon. Moi, ça a toujours été mon objectif. Parce que moi, je suis quelqu'un de très convaincu. Comme je dis, on a tous un rôle à jouer dans notre pays. Et puis, moi, je sais d'où je viens. Donc, et mon pays a besoin de moi. Donc, mon objectif, même d'ailleurs, moi je voulais aller plus loin. Mon objectif, c'était de venir intégrer la pharmacie hospitalière pour essayer à développer la pharmacie hospitalière. Parce que c'est pas assez développé au niveau du Sénégal. Mais voilà, après, c'est pas facile à intégrer la pharmacie hospitalière au niveau du Sénégal. Je me suis dit, je rentre, j'ouvre une pharmacie, comme ça, j'ai un pied au Sénégal et ça me permet aussi de développer mes projets. Mais ça a toujours été mon objectif principal, c'est de rentrer et de retourner au Sénégal. Donc ça a toujours été dans ta tête. Ça s'est fait quand même au bout de quelques années. Tu as eu des enfants, tu as une famille. Comment est-ce que toi, tu as pu réussir à partager ces valeurs sénégalaises, ces valeurs à ta famille, vraiment à tes enfants? Tes enfants sont nés en France, du coup. Ils ont une culture française, forcément, c'est normal. Toi, comment est-ce que tu as réussi à ce qu'elles aient aussi ce lien avec le Sénégal? Est-ce que tu venais souvent ou pas? En fait, c'est ça. C'est que, en fait, comme je dis, moi, mon rôle, je me suis dit, il faut que je leur inculque pour leur expliquer. J'ai passé beaucoup de temps. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure avec un gars. Je disais, en fait, la remarque que j'ai faite, c'est que parfois, surtout, en tout cas, je sais pas maintenant, mais avant, les parents, ils passaient pas beaucoup de temps avec leurs enfants. C'est-à-dire que nous, le papa, voilà, mais bon, voilà. Mais alors que maintenant, ça a changé. Parce que maintenant, je dis, il faut passer du temps avec les enfants. Parce que si on ne le fait pas, on voit maintenant avec les nouvelles technologies, tous les enfants, ils ont accès au téléphone, ils ont accès à Internet, ils voient des choses. Donc moi, mon objectif principal est que moi, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Je discute beaucoup avec mes enfants. Elles sont petites, hein. J'ai 2 filles. Mais je passe du temps avec elles, on discute beaucoup. Et puis, je leur ai toujours expliqué que, voilà, que nous, on vient du Sénégal, surtout moi, je viens du Sénégal, que voilà. Aussi pareil, tous les ans, je fais tout pour qu'elles viennent en vacances. Et quand elles viennent en vacances, souvent, elles essaient de rester 2 mois, comme ça, et voir la famille, voilà. Et puis aussi, on parle Wolof aussi, elles savent, tu vois, leur mère, elle a une partie d'origine malienne, mais même ça, elles me disent des fois, mais papa, nous, on n'est pas sénégalais, on est maliens. Je dis, non, vous êtes des Sénégalais, vous n'êtes pas des Maliennes, tu vois, parce que maintenant, elles ont compris voilà, et puis je discute beaucoup avec elles, et puis voilà, parce qu'il faut le faire, hein, sinon on risque de les perdre. Hein. Oui, c'est ça. C'est important aussi de garder, en fait, ces valeurs-là, cette culture-là, léguer à nos enfants pour qu'elles aussi puissent se rendre compte que il faut aussi impacter, pas seulement en France, parce qu'effectivement elles y sont nées, mais qu'elles puissent avoir aussi des attaches ici au Sénégal. D'accord. Et toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? Est-ce que tu repartirais en France ou pas? Oui, parce que je dis toujours, si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai du vécu. D'accord. Et c'est grâce à ce vécu qui m'a permis de me forger un peu, d'arriver là où je suis. Non, je pense pas que j'ai des... Comme on dit, je sais plus qui disait ça, qu'on apprend nos erreurs. C'est-à-dire qu'on perd jamais, on gagne... Je sais pas c'était quoi le terme exact, mais voilà, pour dire que... Non, moi je pense que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et que oui, c'est normal. J'ai eu des faux pas, j'ai eu des moments de galère, mais au moins ça m'a forgé et ça m'a permis d'en arriver là. Et tu as gardé ta ligne conductrice qui était de dire... L'essentiel, comme je dis toujours, il faut avoir un objectif dans la vie et surtout croire à ses rêves. Et voilà, moi c'est ça ma philosophie, je sais là où je veux aller et je me donne les moyens pour y arriver. Voilà, maintenant après, le reste on laisse sur les mains du bon Dieu. Ouais. Parce que donc du coup, tu as une carrière, ton travail, mais c'était pas suffisant parce que tu m'as parlé d'engagement. Oui. Donc pour toi, l'engagement, comme tu dis, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Oui. Ça fait partie de toi, pourquoi? Parce que c'est par rapport d'où tu viens ou c'est à une autre racine? Oui, les deux. En fait, moi, l'engagement, parce que je me dis quand même... moi, comme je dis toujours, moi je suis un pur produit de l'école publique. Donc, tout ce que j'ai, je peux te dire en quelque sorte, c'est l'État sénégalais
qui m'a financé, qui m'a accompagné. Donc c'était mon devoir, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que je peux faire maintenant, de venir investir dans mon pays et surtout accompagner les jeunes. Et par exemple, moi je sais qu'avec la pharmacie hospitalière, je vois de plus en plus, j'ai des jeunes pharmaciens sénégalais qui me sollicitent pratiquement tous les jours, parce qu'ils ont vu tout ce que j'ai pu mettre en place. Et ça les motive, et ça me fait plaisir, parce que voilà, on a besoin de faire changer les choses, et pour que ça change, il faut que les gens s'engagent et puis s'investissent pleinement. D'accord. Donc ton engagement, concrètement, il passe par quoi? Par du mentorat auprès des jeunes, donc c'est ce que je crois comprendre. Du mentorat. Est-ce que tu as des engagements par rapport dans les hôpitaux? Est-ce que tu... Du tout, en fait. Même à travers ma pharmacie, je trouve que je suis en train de développer, je veux faire la pharmacie autrement. Parce que par exemple, au Sénégal, les gens, quand tu leur parles pharmacie, ils vont dire, ils font juste du business, c'est du commerce. Non. En fait, la pharmacie, il faut savoir que nous, on fait de la santé publique en premier. Donc, la pharmacie, on est des acteurs de proximité vis-à-vis de la population. Ça veut dire que, comme je dis toujours, le gars qui a mal à la tête, sa première réaction, c'est d'aller à la pharmacie du coin. Donc, nous, on accueille tous les jours les Sénégalais. Et moi, mon engagement, ça commence par là. Ça dit que moi, j'ai commencé à essayer de faire l'éducation thérapeutique au niveau de la pharmacie. Ça dit que je reçois des patients, j'essaie de discuter avec eux, leur expliquer leur pathologie. En fait, je prends le temps qu'il faut. Il faut dire les choses. Quand le patient il va chez le médecin, souvent le médecin il n'a pas le temps de lui expliquer toutes les choses. Donc souvent, il revient à la pharmacie avec son ordonnance et nous, on les prend des fois en aparté, on essaie de leur expliquer la pathologie, on essaie de discuter avec eux. Pour l'instant, je fais ce qu'on appelle des entretiens individuels, mais in fine, je voulais faire des entretiens collectifs. Ça dit que convoquer par exemple dans le quartier 5-10 personnes qui ont par exemple le diabète, on se pose, on discute, on échange, parce que pendant ces échanges, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes sur leur pathologie et que les gens ne s'en rendent pas compte. Et que quand je leur pose la question, pourquoi vous ne posez pas la question au médecin, ils disent des fois ils n'osent pas parce qu'ils voient que le médecin il est un peu pressé. Alors que je dis non. Donc voilà, donc l'engagement, ça commence par, comme je dis, la pharmacie de proximité. Tout ce que j'ai appris, je le redonne à mon pays à travers ces actions. Et puis du mentorat pour les jeunes. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitent sur des actions comme ça. Après aussi, ça peut être dans le côté social aussi. Le côté social? Oui. C'est-à-dire? Social, ça m'est arrivé d'accompagner les gens, de les aider parce que, parce que des fois, il y a des gens qui traversent des situations très compliquées. Donc, quand je peux les aider, je le fais avec plaisir. Je te titille sur ça. Je sais que tu le fais. Je sais que c'est quelque chose d'important pour toi et que tu le fais de manière de manière très discrète. Mais je trouve que c'est important aussi de le souligner, de ne pas le mettre seulement en mode, en dernier plan parce que on est un pays social. C'est pas quelque chose qui est forcément intégré à l'étranger. On a des associations en France, SOS Médecins, Téléthon, etc. Donc c'est vraiment du social à grande échelle, mais du social comme ça, genre individuel, je vais aider la personne à côté qui n'a rien, parce que c'est ce qui se passe, ou ma voisine, mon voisin. Ça c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, qui est une vraie valeur, je pense, et qu'il faut... alors ça c'est avec le temps qu'on le comprend, surtout quand on est au Sénégal, qu'il faut cultiver. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on t'a aidé. Et que du coup, tu es arrivé, Dieu merci, à un niveau qui te permet d'aider quelqu'un d'autre. Et ça peut que t'augmenter en fait. Bien sûr. Ça, c'est... Non, mais tu as parfaitement raison. D'ailleurs, moi, comme j'ai dit, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Et du coup, même elles, je leur inculque ça, cette valeur de faut partager avec les gens. Quand on peut aider les gens, faut le faire. Faut le faire avec en y mettant le cœur du cœur. Et puis voilà, maintenant. Pour dire les choses honnêtement, au Sénégal, en fait, des fois aussi, il y en a qui abusent du social. Il y a une juste limite, c'est clair. Voilà, il y a une juste limite. Ça dit que des fois, on a envie d'aider, mais des fois, il y en a... c'est compliqué. C'est compliqué, c'est clair. On peut pas, c'est pas possible. Le problème, c'est que, comme je dis, avec toute la bonne volonté, on ne peut pas aider tout le monde. Et puis, il faut que chacun cède aussi. Mais comme je dis, en fait, moi, je dis même, les gens, ils ne comprennent pas c'est quoi le social. Pour moi, le social, ça ne se limite pas juste à quelqu'un qui a un besoin financier. Non, on peut aller plus loin. Ça dit que pourquoi pas le week-end, prendre tes enfants, aller à l'hôpital, visiter des malades, parce que moi je vois il y a beaucoup de malades qui viennent des régions, ils n'ont pas de famille ici, ils ont juste besoin de réconfort, que les gens puissent les écouter, discuter avec eux, ou même leur apporter quelque chose à manger, et ça pour moi ça n'a pas de prix. Et ça on n'a pas encore cette culture, et c'est vraiment dommage. Du coup, je reviens sur ton gros projet de 2025, donc après pratiquement 20 ans
Ouais. en France. Oui. Tu as tu as mis en place une pharmacie Oui. à Diamniadio, Oui. exactement, à côté de l'hôpital des enfants. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus de ce projet, qui est un très beau projet? Ce projet, c'est comme je te dis, en fait, moi, mon objectif principal, c'était de rentrer au Sénégal. Et pour mettre un pied ici, il fallait quelque chose. Donc, je dis, je vais me lancer dans la pharmacie. Et puis voilà, comme ça aussi, la pharmacie, comme je te dis, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la proximité vis-à-vis de la population. D'accord. Après, le choix de Diamniadio, après, bon, le Sénégal, c'est très réglementé, hein, ça dépend pas de moi, c'est eux qui ils ouvrent des sites, en fait, tous les ans, et après, il faut pour se positionner. Bon, c'est vrai que c'est moi qui j'ai choisi de postuler au niveau de Diamniadio, parce que je me suis dit, c'est une ville qui est en train de se développer, et qu'il y a des choses à faire, parce que les gens, ils ont tendance à penser que tout doit se limiter à Dakar, non, parce que franchement, et puis, moi comme tu dis, le côté social j'apprécie, mais moi j'adore les enfants. Donc du coup, c'était pas un honneur de choisir à côté de l'hôpital des enfants parce que moi j'adore les enfants, j'adore les aider, les accompagner, tout ça. Donc du coup, d'ailleurs, quand j'ai ouvert la pharmacie, je suis allé les voir pour me présenter et puis voilà. Mais franchement, ils m'ont bien accueilli, même le quartier, la localité, ils m'ont tous accueilli parce que voilà, comme je dis encore une fois, mon objectif c'est de faire la pharmacie autrement. Donc la pharmacie Les Petits Anges que j'ai ouvert il y a 6 mois. Ouais. Et aussi j'ai fait le pari de recruter une équipe très jeune. En local? En local. Ouais. Ils habitent tous dans les parages. Il y en a qu'une, mon assistante qui habite vers Dakar, mais sinon tout le reste habite en local. Et franchement, j'ai confiance en eux et puis ils font du bon boulot et j'ai des enregistrés quand même. Donc au passage, voilà. Donc du coup, tu contribues au tissu économique de Diamniadio. Oui. En recrutant des personnes qui c'est difficile d'avoir un travail dans le coin. Mais je vais vous donner une petite anecdote. Là, il y a un mois, j'ai vu passer, je suis venu à la pharmacie et j'ai vu une petite jeune qui est venue pour acheter un sirop. Et du coup, je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas acheter ce sirop? Il faut une ordonnance, tout ça. Il me dit, ah, je suis pharmacienne. Je dis, ah bon? Ah ouais, t'es pharmacienne? Ah ouais, et tu habites où? Il me dit, j'habite juste derrière. Je dis, comment ça fait que je t'ai jamais vu? Il me dit, non, c'est parce que je sais pas quoi. Bon, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux repasser demain? Le lendemain, elle passe. Je lui dis, mais est-ce que tu travailles? Il me dit, non, je travaille pas. Je dis, mais tu fais pas, tu stages, ni rien, non? Je lui dis, à partir de demain, tu viens, moi je te prends en stage, si tu veux, 1 mois ou 2, le temps de... Ouais. Parce que c'est très important la formation. Parce Bien que, sûr. Voilà. Et ça, c'est comme je dis, faut que chacun il mette du sien pour essayer de faire bouger les choses. Non, c'est bien. Mais du coup, tu vois, moi ce que je vais déplorer un tout petit peu dans cette anecdote-là, c'est que toi, tu l'as vu, elle t'a dit, je suis pharmacienne, tu lui as demandé et donc tu lui as proposé le stage. Elle qui habite à côté, qui voit une pharmacie qui s'ouvre, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu le réflexe de venir voir la pharmacie et de dire, voilà, moi je suis une pharmacienne, je veux un stage? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pêche dans nos jeunes ici, des fois? T'as parfaitement raison. Et puis, attends, moi je vais aller plus loin. Tu sais, quand j'ai ouvert avant d'ouvrir la pharmacie, j'ai lancé sur LinkedIn une offre d'emploi. Ouais. J'ai reçu plus de 500 CV. Hein. Et puis des personnes hautement qualifiées, hein, alors que moi je voulais juste des collaborateurs. Mais en plus, le truc qui m'a marqué, 90% des gens, ils te balancent leur CV, même pas de bonjour, merci, au revoir, rien. Ouais. Juste le CV comme ça. C'est un vrai problème. Et ça, mais après, je les comprends parce que je dis, en fait, quand je prends l'exemple de la fac, moi à la fac, on m'a jamais appris comment aller chercher un travail, se mettre dans le marché de l'emploi, tout ça. On ne l'a jamais appris et c'est très dommage. Ça veut dire que, ok, ça peut ne pas être des cours magistrales, des choses comme ça. Non, je veux dire, il peut à la limite faire des séminaires, des sessions qu'ils organisent à la fin du cycle pour regrouper les étudiants, leur expliquer comment chercher du travail, des choses comme ça, les motiver. Mais non, rien. Ouais. Et ça, c'est dommage parce que tu vois, autant tu dis tu veux faire de la pharmacie de proximité et c'est vraiment bien. Et le social, comme tu dis, c'est pas forcément que donner de l'argent. Le social, ça peut être ça, par exemple, tu vois. Faire, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, là, c'est pas du tout ton domaine, mais faire des sessions de, écoutez, venez, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour se présenter à un futur employeur ou quoi que ce soit. Parce que c'est tellement important pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse justement avoir des jeunes qui soient valables. Ah oui, non, mais moi je te dis, quand j'ai eu les CV, les mails que j'ai reçus, moi j'étais, comme je disais jeune, j'étais choqué. Hein. Et après je dis, mais au moins un petit bonjour. Ouais.
Si tu peux même pas mettre un petit corps de texte, tu mets un petit bonjour, merci de recevoir aussi, si je joins mon CV, lettre de motivation, à la limite, voilà. Ouais, cordialement. Et puis aussi, il faut qu'ils arrêtent les copier-coller, parce que des fois, tu vois des lettres de motivation, ils ont tous fait du copier-coller. ChatGPT. Ouais, voilà. Mais je veux dire, ok, tu peux l'utiliser, mais il faut l'utiliser de façon manière très intelligente, voilà. Mais pas juste copier-coller, c'est tellement flagrant que voilà, c'est... Voilà, mais les jeunes, c'est compliqué, hein. Ouais. Ah ouais, je pense que le problème des jeunes, il y en a beaucoup, je trouve qu'ils sont pas assez motivés. Après, peut-être qu'on va me dire que oui, c'est trop facile, mais moi franchement, je trouve que les jeunes, ils sont pas assez motivés. Hein. Ouais, Moi, par exemple, à la pharmacie, depuis que je l'ai ouvert, oui, j'ai eu quelques cas de candidature spontanée qui sont venus. Il y en a même... en fait, il y a les deux extrêmes. Il y en a, par contre, ils vont venir tous les jours te donner le CV. Donc tu le recrutes, tu vois, et il va pas te lâcher, il va appeler le téléphone, voilà. Et à l'extrême, il y en a d'autres, Ouais. tu les vois plus, et puis voilà, ils viennent même pas. Et puis comme tu dis, si tu leur demandes pas si tu fais pharmacie, tu le sauras jamais. Hein. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Tierno, là, tout ce que tu me dis, c'est vraiment beau. C'est-à-dire que c'est vraiment lisse, tout s'est bien passé. Franchement, c'est quoi les vrais... Quand tu es venu pour ta pharmacie ici, c'est quoi les vrais défis? C'est quand tu reviens, c'est quoi vraiment qui est compliqué? Moi, j'ai un conseil à dire. Avant de rentrer... Tu vois, le fait de venir rentrer, parce que j'entends les gens, beaucoup disent, ouais, faut pas rentrer, ou faut rentrer. Non, c'est quelque chose qu'on prépare. Pour moi, au moins pendant 1 an. C'est pas quelque chose à faire du jour au lendemain. Non. Et pour tout le monde, peu importe si tu sois né en France ou pas. Ouais, bah oui. Parce qu'il faut dire les choses. Une fois que tu as, surtout quand de la famille là-bas, en plus tu as des engagements là-bas, tout ça t'attend là-bas, faut préparer tout ça. Et puis quand tu viens ici aussi, pareil, il faut... Et des fois, comme j'ai dit, il y a un petit choc. Des fois, pas tout le monde, mais des fois, on se rend compte que des fois, rien qu'au niveau administratif, des fois, on a affaire à des gens, je suis désolé, ils n'ont pas envie de travailler. Et des fois, c'est des lourdeurs ou des lenteurs administratives qui font que, des fois, on a envie de... On pète les plombs. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde, parce que des fois, moi-même, pour ouvrir la pharmacie, des fois, pour avoir un document, ou même... Attends, les ouvriers, des fois, le gars, ça c'est déplorable. Il y en a beaucoup, ils ne respectent pas leurs engagements. Ouais. Le gars, il te dit que ça va être prêt dans 1 mois, dans 6 mois, le truc, il n'est pas encore prêt. Ou sinon, il le fait, mais à moitié, c'est très compliqué. Et ça, c'est pas facile. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, un retour, ça se prépare. Faut être... Psychologiquement, déjà, il faut être prêt. Psychologiquement. Ça joue beaucoup, hein, parce que... Et puis, il faut avoir beaucoup de patience. Ouais. Surtout parce que là-bas, ça va très vite Oui. en Europe ou des choses comme ça. Mais alors que des fois, comme je dis, ici, des fois, ils sont pas pressés. Hein. Est-ce que quand je dis psychologiquement, ça veut dire quoi? Que toi, t'es resté ici, t'as travaillé. Donc quand tu reviens, c'est quoi? C'est-à-dire le choc culturel, entre guillemets. Tu vois, c'est grave si je te dis ça, mais choc culturel en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben oui, mais je te dis, des fois, tu fais un mail, tu demandes un document, ça prend 2 secondes, le gars, il va t'apprendre 2 semaines après. Et limite, moi ça m'est arrivé, un gars, je l'appelle, il devait m'envoyer un document. Pendant 2 semaines, il m'a pas envoyé le document. Et je l'appelle, il me dit non, je t'ai pas oublié, c'est parce que je devais faire un truc. Je dis, mon gars, ça prend 2 secondes, tu cliques sur un bouton, tu m'envoies le document. Mais tu vois, c'est pour ça qu'à un moment après, les gens m'ont dit, ouais, mais t'inquiète, tu vas t'y faire. Et c'est dommage. Ça dit qu'à un moment, tu es obligé de limite. Tu vas être contaminé, tu vas être comme eux, tu prends ton temps. Non, c'est pas comme ça pour moi. T'as un truc à faire, tu le fais maintenant et puis tu passes à autre chose. Des fois, ici, c'est pas facile. Du coup, la construction de ta pharmacie, du coup, tu l'as construite. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Ben, en fait, quelqu'un? la chance que j'ai, c'est le propriétaire du terrain, c'est lui. En fait, j'avais 2 devis. Lui, il m'a fait un devis, j'avais un autre gars à côté qui m'a fait un devis. J'ai vu que lui était plus intéressant, donc lui, il m'a fait un devis. Franchement, un gars très rigolo, ça s'est bien passé. Donc à chaque décaissement, je lui ai envoyé les fonds et puis lui, il a fait la construction. Oui, à la fin, quand je suis arrivé, heureusement, je venais chaque fois pour suivre. Et puis j'avais un ami, et puis aussi, il faut avoir la chance aussi d'avoir des amis sur place qui vous accompagnent. Parce que moi, j'ai un ami, bon, il n'aime pas que je cite son nom, mais qui est là, qui m'aide beaucoup. Et c'est lui qui a tout supervisé, en fait. D'accord. Et je lui ai dit de tout superviser parce que je sais que lui, il a l'habitude de travailler avec eux et il a cette patience. Alors que moi, j'ai pas cette patience. Ouais. Voilà, j'ai eu des soucis avec le solaire. C'était compliqué. Hein. Limite, j'étais à 2 doigts d'aller porter plainte.
Donc voilà, pour te dire que des fois, c'est pas tout le monde, mais de temps en temps, ça nous arrive de faire affaire avec des gens qui sont pas du tout sérieux. Et c'est vraiment dommage, c'est déplorable parce que tu te dis, tu n'as pas de temps à perdre en fait. Tu viens avec ton énergie, tu as envie de développer des choses et des fois, tu as affaire à des gens qui sont... C'est compliqué. Donc en fait, quand tu reviens, il faut se préparer psychologiquement, au minimum 1 an. Financièrement aussi, financièrement, il faut... Ah oui, parce que comme j'ai dit, nous tous, on a des engagements là-bas. Il faut pouvoir gérer les engagements là-bas et les engagements ici. Il y a une famille là-bas, donc il faut préparer tout ça. Hein. Faut pas juste comme ça. Financièrement, psychologiquement. Oui. La patience. Et administrativement aussi. Et administrativement. Se renseigner sur tout. Quels sont les documents, quelles sont les autorisations à avoir, par quelle procédure, tout ça. Donc il y a tout un tas de choses à... Parce que c'est par exemple, moi, la pharmacie que je faisais là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Donc c'est pas les mêmes comment on appelle, les documents, c'était pas pareil. Donc il fallait faire une mise à jour. Par exemple, moi, l'officine, moi, comme je te dis, j'ai fait la pharmacie hospitalière. Donc l'officine, il y a une réglementation spécifique. Il a fallu me former, me mettre dans le bas et puis voilà. D'accord. Mais c'est des choses qu'il faut préparer en amont. Ah oui, il faut jamais, comme je dis, il faut jamais se parachuter du jour au lendemain, dire oui, parce qu'il y a l'euphorie, tout le monde va rentrer, dire je vais rentrer. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises. Hein. Et une question, est-ce que le retour est fait pour tout le monde? Du tout. Moi je dis, chacun, on est tous différents. C'est-à-dire que moi j'analyse par rapport à ma population. Moi je suis quelqu'un par habitude, oui des fois on a tous des gens, comme je les appelle plus ou moins des idoles, des référents, des personnes référentes qui nous motivent, qui nous poussent à faire des choses. Mais moi je sais mes objectifs, je sais aussi mes capacités. Donc c'est pas parce que... mes limites, voilà. Donc non, je ne dirais pas que voilà. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Donc toi aujourd'hui, un peu plus perso, toi tu es donc... Tu as créé ta pharmacie que tu gères. Tu es installé au Sénégal? Oui. Tu es installé au Sénégal? Oui, je suis installé au Sénégal. D'accord. Donc du coup, en France, tu n'as plus rien? Oui, mais j'ai ma famille là-bas. Oui, tu as ta famille. Donc ta famille est restée là-bas. Oui. Donc tu n'as pas fait un regroupement familial? Non. De l'autre côté? Pour l'instant, non, parce que je dis, là, c'est la première année. J'essaie de voir comment ça se passe. Et puis après aussi, il faut préparer aussi le retour de la famille. Parce que c'est pas évident. Il faut trouver les écoles pour les enfants et tout ça. Hein. Et puis toi, à Diamniadio, parce qu'il faut être aussi réaliste. Après, tu vas me dire, à Dakar, tu as toutes les infrastructures. Quand tu reviens à Dakar, c'est assez simple, tu as les écoles, etc. Quand tu vas à Mbour également, maintenant, ce point-là, ça commence à se développer. Bien sûr, même Sali, il y a pas mal. Voilà, même Sali. Mais est-ce que Diamniadio, peut-être que tu n'habiterais pas à Diamniadio? Pour l'instant, je n'habite pas là-bas parce que je me dis maintenant, avec l'autoroute à péage, c'est facilement. C'est facile. Donc, voilà. En plus, moi, je suis dans le bon sens le matin. Les gens, ils rentrent vers Dakar, moi, je sors. Donc, franchement, pour l'instant, ça va. Donc, du côté du virage de Yoff. Donc en 30 minutes, je suis là-bas, donc c'est assez pratique. Donc tout ça, c'est des choses qui sont... voilà. Après, comme je dis aussi, pareil, c'est vrai que j'ai eu des amis, des gens qui m'ont dit « Ouais, non, mais il faut habiter à Diamniadio, c'est plus proche, machin. » Mais non, comme je dis... les infrastructures, est-ce qu'elles sont optimales? Voilà, moi je suis quelqu'un, je fais chaque fois je regarde le pour et le contre, et puis il y a ces gens. Mais pour l'instant... Il faut dire vrai, Dakar, il y a toutes les commodités, hein, plus que Diamniadio. C'est en train de se mettre en place, mais il reste beaucoup de choses à faire aussi. Bien sûr. D'accord, donc en fait, voilà. Donc, ta préparation, c'est d'abord toi venir, tâter le terrain, voir comment ça se passe, et dans un deuxième temps, voir de quelle manière est-ce que tu peux faire revenir la famille. D'accord. Donc aujourd'hui, là, tu as accompli ta mission de construire quelque chose au Sénégal. D'accord. C'est quoi ta prochaine mission? Comment est-ce que tu veux impacter autrement? Moi, comme je te dis, ma prochaine mission, c'est que, comme je dis, à la base, je fais une formation hospitalière. Donc moi, mon objectif, c'est d'apporter mon savoir-faire dans le milieu hospitalier. Ça a déjà commencé. Hein. Par exemple, je suis en contact avec le chef de service, le colonel Sarro, qui est à l'hôpital principal, avec aussi le pharmacien Ignace, qui est à l'hôpital militaire de Ouakam. En fait, je suis en contact avec eux parce que je leur ai montré, expliqué que moi j'étais prêt bénévolement à les accompagner. Parce que je me dis quand même, il ne faut pas que ce soit du gâchis. Avec toute l'expérience que j'ai acquise au niveau de la France, la pharmacie hospitalière, il faut dire vrai, la pharmacie hospitalière, c'est totalement diamétralement différent. On ne sait pas ce qui se fait là-bas en France et ce qui se fait au Sénégal, ça n'a rien à voir. Donc je dis c'est dommage quand même de ne pas en faire profiter au Sénégal parce que c'est une expertise qui est là et puis il
D'accord. Faut voir. Donc toi maintenant c'est voilà. Je donne un exemple. Le cancer, la façon dont c'est géré ici en France, c'est pas pareil. Par exemple, les chimiothérapies, c'est fabriqué par les pharmaciens hospitaliers. C'est nous qui fabriquons les poches. Comme ça, il y a juste une poche à remettre à l'infirmière qui fait le branchement pour la perfusion. Mais voilà, au Sénégal, jusqu'à maintenant, c'est les infirmières qui font ça autour d'une paillasse et avec tous les risques que ça comporte. Contamination. De contamination, pour leur santé, tout ça. Ils prennent pas toutes les précautions. Alors que nous, là-bas, on a ce qu'on appelle des actes, des zones d'annexe contrôlées. Ce sont des sortes de bulles où on se met à l'intérieur, on s'habille proprement de façon stérile et on prépare les poches et puis voilà. Et en contrôle et en suivi, il y a plein de choses. La stérilisation, pareil, c'est nous qui les gérons. L'oxygène qui est utilisé, c'est nous qui les gérons, les pharmaciens. Donc je me dis, c'est dommage, avec toute cette expertise, je ne peux pas le mettre au profit au Sénégal. Après, je ne suis pas dans un délire d'aller démarcher, par exemple, le ministre de la Santé pour leur dire que je suis là. Et c'est là, je trouve qu'il est déplorable quand même. Je trouve qu'ils auraient... Mais je pense qu'ils ont commencé à le faire. Qu'il aurait fallu mettre en place une sorte de plateforme pour que les Sénégalais de la diaspora qui font le choix de rentrer mettent sur la plateforme leurs compétences qui peuvent être sollicitées. Moi, honnêtement, je dis pour l'instant, on peut solliciter bénévolement. Mais après, j'ai deux grands projets, c'est développer ce qu'on appelle l'HAD, l'hospitalisation à domicile. D'accord. Ça, pour l'instant, c'est pas encore développé au Sénégal. C'est pas développé au Sénégal. Enfin, je dis ça. En fait, ils appellent pas ça HAD, ils ont le terme qu'ils appellent au Sénégal, mais c'est pas pareil parce que l'hospitalisation en France, ça dit que ils gèrent tout en fait. On fournit des médicaments, tout. Alors pour l'instant, au Sénégal, il y a juste, ils te mettent à disposition des fois une infirmière qui passe, il y a un médecin qui suit derrière, mais on te fait une ordonnance, il faut aller le chercher. Voilà, pour faire un raccourci, c'est comme si tu mettais une infirmière chez toi, qui surveille tes parents, voilà, mais c'est pas vraiment de l'HAD, toi. Pas forcément, un suivi médical bien précis. Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant parce que moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est que tu as été en France pendant pratiquement 20 ans, tu as capitalisé de l'expérience, capitalisé des connaissances, capitalisé de l'expérience, de l'expertise. Pour toi, c'est important, tu veux redonner, tu as eu, donc tu veux redonner et repartager. Donc via tout ce que tu fais, on l'a énuméré, via pourquoi pas, je ne parle pas du ministère de la Santé, mais pourquoi pas aussi te mettre au niveau du ministère de la Santé et donner, enfin voir comment est-ce que tu peux peut-être, j'en sais rien, être un sorte d'ambassadeur. Non mais comme je dis, nous on est là, on a l'expérience qu'il faut, on a l'expertise, et voilà, si le Sénégal a besoin de nous, nous allons être présents, ça, avec plaisir. Moi, ma philosophie, c'est quoi? C'est qu'il faut être généreux dans la vie. Et moi, je suis quelqu'un de très généreux. Quand je dis générosité, ça peut être ça a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'on peut être généreux dans la façon de partager les connaissances, on peut être généreux le partage des liens, on peut être généreux de plusieurs façons. Donc voilà, et ça, c'est très important. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de la diaspora qui veut revenir? Comme je t'ai dit, il faut bien préparer son retour. Ouais. Étudier le pourquoi, son objectif principal, c'est quoi son objectif. Et pareil aussi, il ne faut pas se dire je viens pour m'enrichir. C'est ça, c'était ça ma prochaine question. Que là, voilà. En fait, souvent, si tu dis je rentre au Sénégal pour m'enrichir, je pense que souvent tu fais fausse route. Faut se dire je vais prendre le temps qu'il faut, je vais venir m'investir, apporter mes connaissances, prendre le temps, d'accord, bien étudier la question. Surtout vis-à-vis aussi, ça j'insiste là-dessus, parce que j'en ai vu des gens qui ont des engagements au niveau de la France qui sont rentrés et maintenant ils galèrent. Parce que ça aussi c'est très important. Une fois qu'on a des engagements là-bas, il faut essayer de s'en départir le temps que possible. Voilà. Mais Et aussi ça demande beaucoup de patience et aussi beaucoup d'humilité. Ouais. Et pas croire que moi je viens de la diaspora, j'arrive, j'ai une baguette magique, je suis plus fort que tout le monde. Non, ça se passe que pas. Je vais tout changer, qu'ils vont changer leur mentalité en 2 secondes. Ouais, non, c'est pas comme ça. Ça marche pas. C'est eux qui vont changer te remettre sur terre en te disant. Mais du coup, ce qui est pertinent, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu me dis, je suis pas venu pour m'enrichir. Donc tu acceptes inconsciemment de venir et de gagner moins. Oui. Ça, c'est quelque chose. Bien sûr. Dans l'instant, on vient ici, on investit. On ne peut pas prétendre les revenus qu'on avait là-bas. Donc, comme on dit, c'est un don de soi. Ici, en fait, voilà, il faut accepter ça, il faut faire le don de soi. Et c'est vraiment pas possible, ou alors il faut vraiment cumuler ou diversifier ses revenus. Oui, après,
comme j'ai dit, tout dépend, comme j'ai dit, de ton objectif initial. S'il y en a qui veulent, ils se disent, moi, je suis là pour manger, qui viennent, ils ont la possibilité de cumuler et d'être consultant sur plein de choses. C'est possible de faire tout ça. Mais voilà, mais moi je pense que je suis arrivé à un stade de ma vie, je privilégie ma qualité de vie. C'est-à-dire que moi je cherche à avoir mon confort et je ne cours pas après l'argent. C'est-à-dire que moi ce que je veux aujourd'hui, c'est avoir une bonne hygiène de vie, profiter de la vie, profiter de la famille. Et voilà. Ouais. Voilà. D'ailleurs, à la pharmacie, moi c'est plus les jeunes qui travaillent que moi, parce que comme je leur ai dit, moi je connais, je maîtrise 10 fois mieux que vous le travail, mais j'ai confiance en vous, c'est à vous de prouver, je vous laisse tourner, donc moi je suis derrière pour coacher. Tu leur laisses l'autonomie pour moi. Je profite de la vie. Tu profites de la vie, c'est bien. Je veux, pour la deuxième saison, mon premier podcast de la deuxième saison, j'ai un petit qui sort de petit quiz qui s'appelle le Pacte d'Audace. Et tu vas juste me dire, aujourd'hui Thierno, quelle a été l'audace personnelle sur laquelle tu as été le plus fier? Tu te dis vraiment cette audace-là, je suis contente de l'avoir prise et ça m'a permis de... comme tu dis, c'est qu'il y a un moment, il fallait passer le concours. Et tout le monde me disait, ça sert à rien, je te parle en France, ça sert à rien de passer le concours de praticien. De toute façon, une fois que tu passes le concours, après il faut un poste. Donc moi, j'ai dit, écoute, de toute façon, ça ne mange pas de pain. En plus c'est gratuit, je le fais. Ouais. Donc quand je l'ai fait, et l'audace que j'ai pris, une fois que je l'ai eu, j'arrive, je me rappelle toujours, je suis venu voir ma chef de service, j'ai dit écoutez, maintenant j'ai le concours, je veux un poste. Il me dit il n'y a pas de poste. Je dis écoute, je vais partir. Ça c'était en France. En France, d'accord. Et heureusement j'ai fait ce choix. Et après, quelques jours après, en fait au début elle pensait que c'était pas vrai, donc j'ai écrit mon courrier, tout ça, j'ai envoyé. Et une fois qu'elle a appris que, je me rappelle, elle était même en arrêt maladie, la direction l'a appelée pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi ce que j'ai fait, j'ai réussi avec le temps à m'imposer au sein de notre structure de l'hôpital de Saint-Denis. Ouais. De sorte que j'étais pratiquement incontournable au niveau de la fonction hospitalière. Et donc du coup, je savais ce que je voulais, du coup j'ai fait mon courrier, et puis quand elle a reçu ça, je me rappelle, elle était en arrêt maladie, elle est revenue en furax, disant oui, tu veux partir? J'ai dit si, je t'avais prévenu. Mais dit non, il est hors de question que je passe. J'ai dit dans ce cas, il faut me créer mon poste. Oui, mais il n'y a pas de sous. Mais je dis dans ce cas, je vais aller voir ailleurs. Comme quoi, quand ils veulent, quand ils veulent, ils peuvent. Et du coup, de fil en aiguille, ils m'ont créé le poste comme ça. Et tous les jours, je me dis heureusement que pour moi, c'est de l'audace, quoi. Si j'avais pas fait ce choix, jusqu'à présent, j'allais faire des petits boulots de praticien attaché qui étaient payés, on n'était pas non plus sans plus, quoi. On faisait tout le boulot, on n'était pas assez bien payé. Donc ça, c'était un statut qui te permet d'avoir le poste de chef de service, d'avoir le même salaire que tous les praticiens, qu'ils soient réanimateurs ou urgentistes, tout ce que voilà. Donc en fait, toi, en passant le concours donc à Saint-Denis, tu étais à Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis, pour justement shifter en termes avoir un échelon supplémentaire. En fait, eux, ils n'allaient pas justement respecter la condition qui était de te donner un poste, parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas de réussir, c'est ça? Oui. Ou c'est parce que tu étais noir? Je pense que les deux. Ils pensent que je n'allais pas le réussir, et puis surtout, même si je le réussissais, ils n'allaient pas me donner le poste. Oui, puis de toute façon, lui, il ne va pas forcément revendiquer ses droits. Bien sûr, voilà. Il a déjà ça, c'est déjà pas mal. Si, mais ça, c'est des richesses. Moi, j'ai jusqu'à présent, j'ai des amis qui sont là-bas, dans des hôpitaux, qui occupent des postes de praticiens attachés depuis des années. Et moi, je leur dis, mais attendez. En plus, c'est eux qui tiennent la pharmacie, c'est eux qui font tout le boulot. Ouais. Donc, mais c'est des gens, je sais pas, ils ont des problèmes de manque d'ambition, je sais pas, ça veut dire que les gens, des fois, ils ont du mal à sortir, comme on dit, de leur zone de confort. Ou de confiance en soi. Se dire, déjà, moi, je suis une immigrée, j'ai ce poste-là. Oui, voilà. C'est déjà bien, est-ce que je peux avoir plus? Oui. Non, et puis ils disent, à quoi bon, de toute façon, j'aurai jamais le poste. Mais non, faut pas raisonner comme ça. Moi, j'ai jamais raisonné comme ça. C'est pour ça, ce qui m'a motivé d'ailleurs à passer le concours, parce que si je les avais écoutés, j'allais pas passer le concours. Et tu serais resté petit praticien. Oui. Et aujourd'hui, tu as pu justement passer à un autre cap, où tu as eu un impact du coup financier, un impact de tous les côtés. Même, j'ai vécu une situation assez compliquée. C'est ça aussi qui m'a poussé, parce que vers la fin, j'ai quitté l'hôpital.
Tu as quitté l'hôpital? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, pour préparer mon retour, en fait, j'ai quitté l'hôpital. Ok. Et pendant Ton retour au Sénégal? Oui, voilà. Pendant 3 ans, en fait, j'étais comme une sorte de vacataire. Comme ça, je faisais des missions de gauche à droite dans les cliniques. Aussi, c'est ça qui m'a permis aussi de voir autre chose, parce que le fonctionnement dans les cliniques et des hôpitaux, c'est un peu différent. Ouais. Mais voilà, c'est ça qui m'a forgé. Mais en fait, comme je dis, mon ancienne chef de service, à un moment, elle était malade. Et lorsqu'elle était malade, c'est moi qui gérais tout en fait. L'hôpital de Saint-Denis, on est à peu près une dizaine de pharmaciens, il y a en préparateur une vingtaine. On a une équipe en tout de plus de 50 personnes quoi, à peu près. Et du coup, moi je gérais tout avec les autres pharmaciens, mais c'est moi qui coachais un peu. Et après un moment, malheureusement, il a eu son cancer et elle devait quitter le poste. Et on lui a demandé, dans ce cas, il faut choisir un nouveau chef de service. Jusqu'à présent, je suis incapable de te dire pourquoi elle a fait son choix sur un jeune. Alors que tu étais là et que tu étais... Ouais, je trouve pas d'explication plausible voilà, alors que... Et puis le pire, c'est qu'elle a dit aux jeunes, de toute façon, ton seul problème que tu vas avoir, c'est Tierno, parce qu'il est plus expérimenté que toi. Et puis, il connaît mieux le travail que toi, donc ça va être compliqué de le coacher, de le manager. C'est totalement paradoxal. Ouais. Donc c'était dû à quoi? C'était dû au fait que tu t'appelles Tierno ou c'était dû au fait après, que c'était pas tes compétences en tout cas? Oui, mais bien sûr. Après, je lui ai posé la question une fois. Le jour où elle m'a annoncé ça, je lui ai dit, moi j'ai juste une question à vous poser, ça dit qu'est-ce qui a motivé votre choix? Elle m'a dit parce que tu es trop gentil. C'était ça son explication. D'accord. Et en plus, moi je lui ai répondu, de toute façon, c'est un poste qui ne m'intéressait pas. Parce qu'en fait, au niveau du salaire, ça n'a rien qui change. De la rémunération, il y a rien, ça n'allait pas changer grand-chose pour ce que je touchais là-bas. Mais moi, je lui ai dit, c'était à moi de faire le choix, en fait. Vous auriez dû me le proposer, c'était à moi de décliner l'offre ou pas. Et honnêtement, je lui dis des yeux dans les yeux, de toute façon, je ne voulais pas de ce poste. Parce qu'il y a plein de problèmes à gérer et moi, j'avais pas... Et je savais que tôt ou tard, je voulais rentrer au Sénégal. D'accord. Donc, je me voyais mal prendre un poste de chef de service. Et après, je me rappelle le jour où elle a annoncé devant toute l'équipe qu'elle a choisi le plus jeune, mais toute l'équipe de la pharmacie lui dit, mais et Tierno, pourquoi vous ne l'avez pas posé? Ça, c'est qu'elle leur a dit, Tierno, il ne voulait pas le poste. Tu vois, des choses comme ça, bon voilà, comme je dis, dans la vie, on traverse des fois des situations. J'avoue qu'à un moment, ça a beaucoup joué un peu sur ma mentalité quand même. D'accord. Ça m'a fait de la peine quand même, parce que là, je me dis, ça fait 15 ans que je suis là, je fais le boulot, je fais le taf, tout le monde m'apprécie, que même... Le pire, c'est que le jour de mon pot de départ, le directeur de l'hôpital est venu me voir, il m'a dit les yeux dans les yeux, tu sais que je sais pourquoi tu pars. Comme ça. Et après, il m'a donné sa carte, il me dit, écoute, moi je t'apprécie énormément, mais n'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Moi, je savais que de toute façon, la pharmacie hospitalière, c'est tellement prisé, je sais que je n'allais pas galérer, et après, voilà. Tu as pu trouver du travail. Et jusqu'à présent, il y a des hôpitaux qui me sollicitent, parce qu'ils ont du mal à trouver des pharmaciens hospitaliers là-bas. Mais du coup, tu vois, ce que j'entends moi dans ce que tu me dis, c'est que autant on parle des défis, des problèmes ici qu'on peut rencontrer au Sénégal, administration, etc. Mais autant dans la diaspora, quand on y est, et quand on est quand même si on est intégré, même si on a fait des choses, même si on a les compétences, il y a toujours ce côté-là où il y a un peu de... je ne vais pas appeler ça du mépris, mais une sorte de dédain, tu vois, qu'on peut avoir, quand tu es toujours un peu obligé de te battre un peu pour montrer que, en fait, si tu es compétent, si tu peux le faire. Et ça, je pense que le retour au pays te permet d'être pas plus légitime, parce que tu l'es légitime quoi qu'il en soit, mais de ne pas être obligé de se justifier de quelque chose que tu as déjà en fait. Mais je suis d'accord avec toi, là-bas, le pire c'est quand tu vas dans des congrès. Tu vas dans des congrès, je suis parti dans des congrès aux États-Unis ou dans d'autres pays, les gens ils te regardent, si tu arrives dans des congrès où tu es plus ou moins le seul black, ou dans des réunions avec l'ARS, l'agent de régulation, des trucs comme ça, mais... limite, tu te demandes des fois qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et forcément, à un moment, ils vont te poser la question, t'es qui? Tu fais quoi? Et puis surtout, est-ce que t'es praticien hospitalier? Parce que pour eux, le praticien hospitalier, c'est le Saint Graal, c'est le... Voilà, donc, et si tu leur dis que t'es praticien, ils te regardent. D'accord, Mais tu vois, et je suis d'accord avec toi, tu es constamment obligé des fois de te justifier, alors qu'ici, plus ou moins, tu n'as pas besoin en fait. Ici, comme tu dis, dès que tu dis que tu es pharmacien, les gens, tu as déjà le respect du pharmacien, et en plus de ça, le praticien hospitalier, c'est le Saint Graal, quoi. Toi, quel est ton mantra aujourd'hui? Pour terminer, qu'est-ce que tu
quel est le mantra que tu veux donner à nos auditeurs? Comme je dis, moi, il faut toujours aller au bout de ses rêves, Ouais. croire en ses capacités et surtout ne pas oublier qu'on n'a pas les mêmes objectifs de la vie. Voilà. Et ne jamais, en fait, surtout en Afrique, au Sénégal, on a tendance de copier les autres. Et ça, faut pas, je veux dire. Je donne toujours l'exemple d'une famille. Au sein d'une famille, tu en as un. Lui, son objectif, c'est avoir des terrains. Il va avoir 10 terrains, il va avoir des villas. L'autre, un peu comme moi, il adore la mode, il va acheter des fringues. Un troisième qui passe son temps à acheter la bouffe. Un autre qui travaille, mais il est tellement pagne, tout le monde ne sait où On lui demande rien. Voilà, on lui demande rien. Un autre qui a toujours des problèmes alors qu'il travaille, mais on sait pas, mais toujours. Est-ce que tu mets l'argent? Mais voilà, comme tu dis, on est différents en fait. Et voilà, l'essentiel, c'est faire des choses qui te plaisent. Ça dit que moi, c'est ça, prendre du plaisir à aller travailler. Moi, le jour où je vais faire un boulot, j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai quitté l'hôpital. Alors, moi, je ne pouvais pas aller travailler. Non. Prendre du plaisir et profiter de la famille. Ça, c'est très important. Profiter de la famille. La famille, surtout les enfants, ta femme, ton mari, ça, c'est très important. Ouais, la famille, il faut le lien sacré. Le lien sacré de la famille. Et pas surtout aussi faire des raccourcis. Ouais. Voilà, c'est pas parce que l'autre, il a réussi dans la vie que moi, tout de suite aussi, non. Chacun a son chemin. Chacun son chemin, et puis voilà, parce que c'est pas parce que l'autre il a réussi, mais tu sais pas quel chemin il est passé, qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a fait. Et voilà, c'est. Et puis surtout, voilà, accepter de faire des erreurs, ça arrive. Bien sûr. Et un dernier truc aussi, on n'a pas l'habitude de faire des compliments, et ça, c'est dommage. Ça dit que là, aujourd'hui, ah tiens, Mathie, t'as fait une belle coupe. Ça fait plaisir. Et puis ça mange pas de pain. Ouais. Mais les gens, ils sont là. Ça tu fait fais un petit truc, ah tiens, ils se la racontent. Ouais. Non, faut. Ouais. Moi, j'ai commencé avec mes enfants. Bien sûr. Ah chérie, aujourd'hui, t'es bien habillée, comment ça se passe? Ah, t'as bien travaillé à l'école, discuter avec eux, et puis faire des compliments, ça coûte rien. Ça coûte rien, ouais. Et revenir au Sénégal, passer dans la pharmacie de M. Tierniodier. Les petits anges. Les petits anges qui se trouvent à Diamniadio. Oui. Et n'hésitez pas aussi à contribuer et à impacter. Et ça se fait en revenant ou même en commençant en étant là-bas, comme tu as fait, petit à petit. Bien sûr. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience. C'est moi qui te remercie aussi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir expliquer un peu mon parcours. En tout cas, ça fait plaisir. Toi, on s'est connus à Paris. Il y a longtemps. Mais comme je dis, si Mathie elle a fait le choix de rentrer, je pense qu'on va tous rentrer au Sénégal. Voilà, ça t'en sera autre chose. C'est clair. En tout cas, c'était un plaisir et vraiment, comme je connaissais un peu ton histoire, je trouve que c'était important de la partager et important de partager qu'effectivement, on peut quitter la France, revenir ici, impacter. Impacter positivement. Et pas forcément pour des raisons que pécuniaires, mais aussi parce qu'on a besoin d'impacter autrement, de manière gratuite et de faire évoluer, de partager ce qu'on a. De toute façon, revenir au Sénégal, à son pays, c'est un défi. Mais il faut dire que c'est un défi qui permet aussi d'avoir un impact positif sur la population. Et puis surtout, moi j'ai l'habitude de dire une chose, il faut que la réussite individuelle profite au collectif. En tout cas, belle phrase de conclusion. Merci. Merci beaucoup Tierno. Et on se dit à très bientôt. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Tierniodier qui nous a partagé son retour, ses défis et son installation au Sénégal. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de reprendre avec vous. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast pour continuer à recevoir ces informations, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. À très vite.